Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 29 novembre. Au sommaire aujourd'hui avec nous plusieurs invités. Nina Fischer, bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes à présent la première femme coprésidente de l'association du Bois de Chêne qui se renouvelle après 15 années d'existence. On parlera de l'association en votre compagnie, Départ pour la nature. Ensuite, on parlera sport et on reviendra notamment sur les mérites sportifs de la ville de Nyon attribués en votre compagnie. Stéphanie Golette, bonjour. Vous êtes le directeur de service de l'UEFA. On reviendra sur cette belle cérémonie et on parlera évidemment sport en votre compagnie. À tout à l'heure, merci beaucoup. Et puis on terminera avec vous, Benjamin Kratz, bonjour. Vous êtes magicien, vous êtes un enfant de la région, comme on les appelle, et vous avez participé à la France à un incroyable talent. Magie, s'il vous plaît, on en parlera avec vous d'ici quelques instants. Bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Regarde, Andrea. Ouais, tu vois, regarde. Je suis accoutré comme un homme de théâtre ou de cinéma. Je ne sais pas, je suis avec Pavel Jančík. Bonjour, Pavel. Bonjour. Alexandre. Merci de nous accueillir dans cette Académie européenne de cascade. Andrea, c'est la première en Europe. Elle a ouvert ses portes ici, à Beaulieu, à Lausanne, début octobre. Il y a une trentaine de personnes aujourd'hui qui prennent des cours, justement, de cascade, de chorégraphie, avec vous, qui êtes spécialiste, Pavel. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On fait une petite démonstration, un petit cours? Oui, si vous avez courage. Ouais, justement. Ouais, du courage, j'espère en avoir, Andrea, parce que c'est des vrais casques et des vraies épées, hein, comme au cinéma, comme au théâtre. Comme au cinéma, comme au théâtre, un milieu qui te plaît, Alexandre. On se réjouit de te voir avec ce courage. À tout à l'heure. Place à notre première invitée, Nina Fischer. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. La première femme coprésidente de l'association du Bois de Chêne. Et oui, en tout début d'année, l'association s'est trouvée en difficulté pour remplacer plusieurs membres venant sur l'âge où il fallait finalement céder leur place. Ont quitté justement le navire. Bernard Messerli et Georges Mermillot. Nina Fischer, vous reprenez à présent le flambeau. On est ravis de parler de cette association en votre compagnie. Déjà, l'association du Bois de Chêne, avant justement d'avoir été nommée coprésidente, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez l'habitude de côtoyer, d'y aller? Est-ce que vous-même, vous étiez membre de cette association? Oui, alors en effet, je suis membre depuis le début parce que je suis proche, on va dire, par ma famille, de l'ancien gestionnaire du Bois de Chêne qui a beaucoup contribué à mettre en place cette association. Et j'ai participé à des activités de pédagogie, de didactique dans la nature qu'ils proposent. Et c'est vrai que quand on m'a dit qu'il y avait besoin de relève, je me suis très vite sentie concernée et j'avais envie de pouvoir faire en sorte que ça continue, parce que ce serait trop dommage que cette association elle s'arrête parce qu'il n'y a plus assez d'énergie pour la faire fonctionner. Et vous sentir concerné, pourquoi? Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Alors, tous les promeneurs peuvent s'y prôner, bien entendu, mais pas tout le monde n'a cette vocation-là. Pourquoi avoir choisi justement d'avoir ce rôle de coprésidente? Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que je me sens proche depuis longtemps de cette association. Et l'autre raison, c'est que j'ai commencé des études d'ingénieur en gestion de la nature, où justement la thématique des réserves naturelles et de l'usage, de la relation entre la population, l'usage qu'on fait d'un endroit naturel, c'est une thématique que j'aborde dans ma formation. Et là, ça me permettait d'avoir un pied dans le monde réel, de vraiment voir comment ça fonctionne, les différents acteurs en fait, qui participent au maintien de cette réserve. Donc justement, ces différents acteurs, c'est qui est aujourd'hui derrière ce Bois de Chêne? Alors on voit là la maison avec deux intendants qui occupent justement et qui y habitent, mais qui est derrière cette association? En fait, c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs ou actrices. Avant que la fondation du Bois de Chêne existe, il y avait des gestionnaires qui étaient assez libres dans leur manière de fonctionner. Et ensuite, il y a eu la fondation du Bois de Chêne qui a pu venir et puis faire en sorte que la réserve ait quelqu'un qui prenne soin d'elle. Et dans cette phase de transition entre les deux modèles de gestion, il y a l'association du Bois de Chêne qui a vraiment veillé à ce que la transition se fasse bien et en respect avec les milieux naturels et les espèces protégées qui sont dans ce bois. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites prendre soin du Bois de Chêne. Ça veut dire que les gens n'avaient, en tout cas les citoyens n'avaient pas cette sensibilité-là? Je pense qu'il faut toujours être vigilant parce qu'il y a une grande pression urbaine et beaucoup de personnes qui veulent passer du temps dans cette forêt. Et il y a certaines activités qu'il faut quand même veiller à limiter. On ne peut pas que laisser faire. Et puis aussi au niveau de la manière dont on va entretenir les milieux naturels,
Il y a des façons de faire qui sont plus ou moins bénéfiques. Et puis, il y a aussi l'expérience de l'ancien gestionnaire qui est encore présente grâce à l'association. Et lui, il a aussi un pied dans la fondation du Bois de Chêne. Et tout ça, ça permet de faire une transition en douceur. Ouais, des connaissances aussi, parce qu'on sait que Georges Mermillod, Bernard Messerly sont là depuis plusieurs années, qu'eux-mêmes sont passionnés de nature. Et puis tout est dans le nom Bois de Chêne. On avait appris dernièrement que le Bois de Chêne perdait ses chênes. Comment est-ce qu'il se porte? En quel état de santé il est, ce Bois de Chêne, aujourd'hui? Alors, c'est pas ma spécialité, mais je sais qu'avec le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et il se pourrait très bien que les chênes, ils aient plutôt de la peine. D'où l'importance d'avoir justement aujourd'hui une professionnalisation de l'association avec des gens qui accompagnent justement pour garantir une bonne sécurité, un bon état de santé de ce bois de chêne, c'est ça? Alors je dirais pas que l'association a pour vocation de vraiment avoir un côté professionnalisant, c'est plutôt la relation avec l'environnement, c'est-à-dire la population, pouvoir faire des cours de vulgarisation sur l'évolution climatique, et là on va faire appel à des personnes qui sont spécialisées, qui vont venir intervenir et donner voilà, on voit Florian Meyer, qui est justement l'ancien gestionnaire que je connais depuis que je suis bébé. Alors, des histoires de famille, ça c'est très joli justement. Vous avez programmé toute une série d'activités qui seront en cours et que vous proposez à vos membres, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on pourra faire au programme avec cet aspect justement didactique et d'inclure les gens à prendre soin du bois de chêne? Alors, on a veillé à faire un programme qui s'adresse à plein de publics différents, en commençant par les familles, en allant jusqu'à des personnes qui sont déjà entraînées à la botanique, par exemple. Il y a, j'ai pas en tête le programme précis, mais ça va commencer avec une conférence sur Jean-Henri Fabre, qui est un entomologiste et botaniste. Ensuite, on va avoir des bains de forêt. C'est quoi des bains de forêt? Alors personnellement, j'ai encore jamais participé, mais je me réjouis d'aller justement à cette activité. Et c'est Cynthia Cochet, une femme qui a plein de cordes à son arc, dont prof de yoga, slameuse, clown. Et elle propose justement des bains de forêt. Je pense que vraiment c'est le bien-être, de se faire du bien, qui est à ce moment-là au centre de la thématique. Ensuite, j'animerai moi-même une activité où on va tailler des objets en bois. Et ça fait le lien avec l'entretien des lisières. Florian Meyer, qu'on a vu avant, il mène des entretiens de lisières et ça fait appel à des bénévoles. Donc tout le monde peut venir, qu'on soit membre ou pas, on peut venir et mettre la main à la pâte, comme on dit, et aider à entretenir les lisières. Donc ça signifie choisir quelles essences on va retirer pour laisser la place, pour un peu permettre à la lumière de pénétrer aussi dans le sous-bois. Et ces essences qu'on va retirer, je vais pouvoir les utiliser pour faire des objets avec. Et là aussi, les gens sont invités à venir s'expérimenter à la taille d'objets avec une hache et un couteau. L'invitation est faite à la maison. Nina Fischer, avant de vous laisser partir, parce que vous connaissez ce bois de chêne mieux que personne, c'est quoi le coin absolument, même si vous voulez, j'imagine, un petit peu le garder secret que pour vous, c'est quoi le coin absolument qui est magique à aller découvrir? En fait, j'adore la baigne aux chevaux. Elle est très connue. Elle vient de subir un curage. Un peu aussi, hein. Oui, alors elle a tendance à s'atterrir par la matière organique qui s'accumule et puis aussi la nappe phréatique qui est beaucoup utilisée. Du coup, voilà, elle est un peu en danger. Mais là, il vient d'avoir un curage. Et en ce moment, elle est un peu remise à nu, mais assez rapidement, la végétation va reprendre le dessus. Elle va reprendre son bel aspect. Et là, grâce au fait qu'on a retiré l'accumulation de matière organique, ça relaisse la place pour qu'il y ait de l'eau libre, avec des amphibiens et puis toutes sortes d'insectes, d'oiseaux qui vont pouvoir profiter de cet espace. On y est, je ne sais pas vous, si à la maison vous voyez ce bois de chêne et tous ces animaux. Tout le programme est à découvrir, évidemment. Allez sur le site du bois de chêne pour en savoir plus. Nina Fischer, coprésidente de l'association du bois de chêne, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi, casque, épée, cascade même. Oui, Andrea, du coup, toujours dans cette Académie européenne de cascade à Lausanne, voilà, toute nouvelle, toujours en compagnie de Pavel, qui est donc chorégraphe pour le théâtre et le cinéma, donc de cascade avec, regarde, tout ce matériel, hein. Il y a des casques, des épées, des haches, des boucliers, il y a même un pistolet, parce que oui, on va parler aussi de cours de self-défense, c'est aussi ce que propose cette académie. Pavel, alors, avant de faire une petite démonstration, j'aimerais savoir, vous venez de créer cette école. C'est quoi le but en fait de cette école ici à Lausanne?
Il y a plusieurs buts. Évidemment, le principal, c'est essayer de former de nouveaux cascadeurs, une nouvelle génération de jeunes qui ont envie un petit peu d'adrénaline, aventure et évidemment cinéma. Il y a deux volets, c'est-à-dire il y a un volet pour des professionnels. Ouais. En principe, on prépare des comédiens pour un rôle précis, pour des combats, pour l'art, policier, avec des flancs, etc. Ouais. Mais il y a aussi un volet pour des amateurs qui veulent découvrir. Comme moi. Exactement, qui vont essayer de découvrir et j'espère qu'ils vont aimer. Mais alors, du coup, on va voir ce que ça donne. On va prendre peut-être, on fait une petite démonstration, Pavel. Oui. Montrez-moi. Alors, on commence peut-être par un combat d'épée. Ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, il faut, pour que ça ait l'air réaliste au théâtre, au cinéma, il faut que ça ressemble à un vrai combat d'épée dans la vraie vie, quoi, une vraie cascade, en fait. Oui, mais c'est mieux la préparer avant. Ah, voilà. Alors, comment est-ce qu'on se prépare, justement? Moi, je débarque ici dans votre école, je n'ai jamais fait ça. Comment est-ce que j'apprends à manier une épée? Donc, on commence normalement avec épée légère, qui assure, qui est moins dangereux. Ça, c'est épée déjà important. Il a son poids, il a puissance de frappe. C'est vraiment, il est même tranchant. Alors, j'ose la prendre? Oui, si vous avez courage, c'est Ouais. parfait. Ouais. Ah bon, la main gauche, c'est pas spécialement ma main, mais on va y aller comme ça, Andrea, du coup. Il faut dire que c'est très lourd. Moi qui avais déjà testé l'escrime, c'est pas pareil, hein. Là, on est sur des vraies épées Là, de chevalier. ça tape vraiment. Ouais. Donc, c'est évidemment, et là, il faudrait par exemple se protéger comme ça, Comme ça. avec la lampe. Et là, je peux taper de l'autre côté. Et moi, là, il faut que je me mette comment? Il faut vous déplacer, tout simplement. Ah ouais, je déplace ça Ça. pour contrer Ouais. le coup. Ça, et ça. Je tape. Si je tape en bas, vous êtes obligé de descendre Comme ça. et vous protéger. Et là. Et la tête, vous êtes obligé de protéger comme ça. Ouais. Ça peut être dangereux. On peut se blesser aussi si Oui. on fait ça n'importe comment. Oui, pour ça, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Ouais. Pour ça, on commence tranquillement, on fait vraiment tout doucement au départ et on accélère progressivement. Alors ça, c'est le combat d'épée. Je sais que justement, avec le pistolet, vous faites aussi des cours de self-défense. Alors, pourquoi est-ce que vous proposez ça aussi, en plus de justement la chorégraphie de cinéma, de théâtre? On propose ça tout simplement quand on s'est rendu compte qu'il y a énormément de violence qui agrandit. Alors ça, c'est un faux pistolet, bien sûr, hein, il est ouvert. Oui. Et puis, la violence, elle est omniprésente partout, hélas, maintenant. Donc, on a décidé de donner des cours de self-défense, qu'est-ce qu'on appelle bienveillant. Donc, on n'apprend pas à frapper les autres, mais on apprend uniquement à se protéger et fuir. Ouais. Bon, avec une arme, par exemple, si vous me tenez sous la menace, ouais, donc j'ai plusieurs techniques pour me défendre, ouais. Mais la plus simple, c'est celle-là. D'accord. Vous voyez, Ah ben voilà, ouais. Si on le fait bien fort, ça fait tomber l'arme. ouais, Alors, je voulais pas faire fort parce que ça peut faire mal. Ici, j'appuie contre votre poignet. Vous voyez, et ici, dans le même temps, je frappe. Donc pour ça, votre arme, tenez pas fort parce que ouais, je dois aller alors, fort. d'accord, alors je me mets tout mou. Donc je fais avec deux doigts. Oui. Ah oui, ah oui. Ok, avec deux doigts, ça me retourne le poignet et puis ça me fait perdre. Ouais. Effectivement. Est-ce que vous avez appris tout ça? Parce que on l'a pas encore dit, mais vous êtes chorégraphe depuis longtemps. Depuis combien de temps déjà que vous faites ce métier? J'ai commencé à 17 ans en professionnel comme cascadeur d'abord. D'accord. Et puis évidemment, je fais beaucoup d'arts martiaux. J'ai commencé par judo à 5 ans. Ouais. Et après, je fais karaté, kung fu. J'ai essayé toutes les types. Donc vous avez fait beaucoup d'arts martiaux. Tous les types d'armes, arts martiaux. Ouais. J'ai essayé justement pour analyser les meilleures solutions pour théâtre, pour que c'est spectaculaire, pour que c'est pas trop dangereux.
et pour que c'est crédible. C'est vrai, vous avez travaillé partout en Europe, dans le théâtre, au cinéma aussi. On peut quand même citer, vous avez notamment coaché Daniel Craig dans un James Bond, Quantum of Solace, Marion Cotillard, Isabelle Adjani pour La Reine Margot. Enfin, il y a quand même un sacré CV, Pavel. Comment est-ce qu'on arrive à travailler dans le cinéma et dans le théâtre? Comment est-ce qu'on devient chorégraphe pour justement des grands noms comme ça? Oui, parce qu'au départ, j'ai exécuté moi-même. Je me suis rendu compte qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire aussi. Et puis après, à partir de 30 ans, je me suis dit, tiens, je commençais très vieux. Je ferais mieux donner mon savoir aux autres. D'accord. Donc du coup, j'ai commencé à chorégraphier ou régler. Au cinéma, on dit réglage des cascades. Ouais. Et au théâtre, on dit chorégraphie, parce que souvent, c'est des comédiens qui font. Qu'est-ce qu'au cinéma, c'est souvent des cascadeurs. Des cascadeurs, bien sûr. C'est ça la grande différence, finalement. Ouais. Je suis quand même plus et plus spécialiste. Oui. Donc, automatiquement, les gens, ils préfèrent prendre un spécialiste qui fait aussi assurance de sécurité de toute équipe. Et puis, de ce côté, j'ai expérience, donc automatiquement, ils préfèrent appeler moi, même avec mon âge, parce qu'ils cherchent expérience. Voilà. Quelqu'un qui connaît vraiment son domaine. Si on veut justement découvrir les métiers du cinéma, les chorégraphies de combat du cinéma et du théâtre, c'est avec vous, Pavel, et toute votre équipe ici, du coup, à l'Académie de Cascade de Lausanne, qui vient d'ouvrir ses portes il y a un peu plus d'un mois. Merci beaucoup pour cette démonstration. Mais merci d'être venu, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Avec grand plaisir. Et bonne journée, Andrea, et à tout le monde en plateau. Bonne journée Alexandre, merci beaucoup. Et nos invités d'ailleurs te saluent, tu vas les voir à l'écran tout de suite. Et surtout notre invité suivant, Stéphanie Golen, je vous en prie, venez me rejoindre. Vous êtes le directeur des services de l'UEFA. Je vous le disais en introduction, la Fondation pour le développement du sport à Nyon, financée par l'UEFA, a octroyé un soutien financier de 59 000 francs à 9 clubs sportifs et un athlète. La cérémonie a eu lieu la semaine dernière. Stéphanie Golen, bonjour, on est ravis de vous avoir. Alors cette année, on a reçu un soutien, on va les voir à l'image, l'hockeyeur Zolan-sur-Kinden, le Nyon Rugby Club, le club de tennis de table de Nyon, le Nyon Handball La Côte, Aquatics Club, le Cercle des nageurs de Nyon, la Société nautique de Nyon, le Subclub Nyon, le FC Italia Nyon et le Hockey Club de Nyon. Ouf, c'est presque sportif de faire toute cette liste. Il y en a du potentiel et des sportifs chez nous, Stéphanie Golen. Énorme, énorme. Il y a une dynamique sur Nyon qui est assez incroyable au niveau du sport et chaque soirée, chaque année, quand on organise cette séance, c'est un vrai bonheur pour nous de voir cette dynamique au quotidien qui est réalisée dans cette ville et avec qui on partage quand même un climat géographique au quotidien et c'est fantastique. Distribuer de l'argent, ça fait plaisir. C'est la meilleure séance de l'année, honnêtement, parce qu'on voit arriver les gens avec un sourire, avec des espoirs aussi, et puis des projets surtout. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est qu'il y a des vrais projets. On aide, je crois que la photo elle est assez représentative, on aide de tous bords. Il y a un jeune qui va vivre son rêve de partir au Canada, de vivre une vraie expérience. On a des gens avec Disable, les voiliers, où on parle sur un autre thème. Donc vraiment, c'est très cosmopolite, et le projet commun, c'est le sport à travers tout ça. On a choisi de vous inviter aujourd'hui pour comprendre réellement le rôle finalement que vous avez, comprendre comment fonctionne la Fondation, mais aussi l'UEFA. Donc c'est une cérémonie qui se répète d'année en année, mais j'aimerais savoir, puisque depuis 2002, 129 des 162 projets présentés à la Fondation pour le développement du sport ont obtenu une aide. Le montant total déboursé est plus de 1 646 000 francs. Rappelez-nous, Stéphane, quel est le rôle et le but de cette fondation ? Alors, je dois dire que depuis, on reçoit des dossiers en fait, qui sont très bien montés. D'année en année, on voit que l'argumentation qui est faite, la motivation sur les dossiers est très très bonne. Alors l'objectif, c'est des fois des objectifs individuels, c'est-à-dire un sportif qui veut aller faire une grande compétition et il a besoin d'un besoin financier. On voit aussi au niveau des installations, des groupes aussi, avec, on avait la cabane cette année sur laquelle on a apporté une aide pour les rénovations. C'est des vrais projets et je dirais que depuis que je participe en fait à ce jury, la consolidation et la qualité des dossiers n'a fait que s'améliorer. Parce que les gens motivent, expliquent, nous font vivre leur projet et quand on le reçoit, finalement on n'a plus qu'une validation de principe d'un montant et puis de dire ça correspond aux règles qui sont faites par le projet de la Fondation du développement du sport, c'est-à-dire d'être à Nyon, d'être un sportif nyonnais,
élite ou pas élite, amateur ou pas amateur, et puis de pouvoir répondre à cette demande. Mais est-ce que ça suffit, Stéphanie Golen? Finalement, on a l'impression à vous entendre qu'on est sportif, on est Nyonnais, on a un projet, on reçoit. Non, la qualité du dossier est vraiment très importante. C'est pour ça que je la souligne. Donc il y a des critères. Il y a des critères très importants. Cette motivation, elle n'est pas « j'aimerais 10 000 » parce que j'aimerais 10 000. C'est voilà, combien va me coûter le projet, comment je le motive, où est-ce que je vais aller, pourquoi je vais prendre telle ou telle destination et pourquoi c'est très important que je figure à cette compétition, ou pourquoi on veut rénover ce projet parce qu'effectivement, il nous manque un voilier et ça c'est très important parce qu'on a de plus en plus d'adhérents. On a des gens, et j'en parlais d'ailleurs mardi, une association qui me disait on était 6 au départ, on est plus de 200 maintenant. Donc c'est tous ces critères qui sont analysés avec bien sûr le syndic de Nyon, avec Alexandre Démétriès en charge des sports, et on étudie ça. Vraiment, on prend du temps pour regarder si toutes les règles sont appliquées et surtout quel montant est motivé et pourquoi on va dire oui ou non sur la qualité du dossier. Une cérémonie qui, a priori, a toujours lieu en fin d'année. Je vais vous provoquer un petit peu, Stéphanie Golen, mais à part jouer le rôle du Père Noël, quel rôle et surtout pourquoi participer à cette, finalement, cérémonie? La fondation est financée par l'UEFA. Qu'est-ce que l'UEFA gagne de tout ça dans cette opération? Alors, je crois d'abord qu'il faut souligner d'où vient l'idée, c'est-à-dire de Gerhard Tegner, qui était notre ancien CIO, qui a eu cette idée en 2000 avec le syndic de l'époque, M. Locatelli. Et l'idée, vous savez, on n'est pas présent à Nyon pour être présent géographiquement en se disant, voilà, on est près de l'aéroport, c'est très joli, c'est formidable, etc. L'UEFA, à travers le centre de Colovray, mais à travers plein d'activités, on est vraiment assimilé maintenant à la population de Nyon. On a 80% de notre population qui travaille, de notre staff, qui vit dans la région de Nyon. Et cette implication à travers la Fondation, c'est une parmi tant d'autres, elle est très importante pour nous. On ne veut pas gagner quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. On veut continuer à collaborer main dans la main avec cette ville qui nous a accueillis, les bras grands ouverts à l'époque, quand on est venu s'installer en 1995 et 99. 1965, elle fait tellement partie du paysage que quelque part, peut-être qu'on pourrait l'oublier. On a l'impression qu'on parle UEFA uniquement que quand il y a du foot. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est bien parce qu'on a une place discrète au bord du lac et tant sur le point de vue architectural que sur le point de vue de nos manifestations. Cette place discrète, on la revendique parce qu'on n'est pas là pour faire du bling-bling ou des choses comme ça. On est là pour le développement du football, amateur jusqu'au professionnalisme, à travers nos associations. Et cette place discrète, on la revendique, j'ai envie de dire. Et je dois dire que cette collaboration avec une ville comme Nyon, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain en disant, voilà, l'UEFA est là, on va profiter de l'opportunité. On a construit bien sûr quelque chose de solide chaque année avec nos projets, avec des choses comme ça, mais on a aussi construit des projets comme la Fondation pour le développement du sport, qui sont des projets qui sont complètement à côté du football, où on parle autre chose que du football et qui sont un accompagnement aux gens qui nous entourent au quotidien. Et ces associations. Alors, la ville de Nyon a l'habitude d'attribuer plein de prix à un mérite du meilleur citoyen, un prix culturel, des prix dans le sport. On a l'impression qu'il y a plein de prix partout. Mais vous avez finalement un regard aussi sur les sportifs de notre région. De quoi est-ce qu'ils ont vraiment et réellement besoin? On sait qu'il y a un centre qui va se construire aussi prochainement. Beaucoup de clubs nous disent on manque de salles, on manque de lieux pour s'entraîner, pour jouer. Quel est votre regard? Je crois que le premier regard ou la première constatation qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une vraie demande au niveau du sport. Et je pense que, bien sûr, au fil des années, j'imagine, et je ne voudrais pas parler à la place du syndic parce que finalement, c'est des projets immobiliers et liés à la commune de Nyon, mais je crois simplement que le sport a pris une telle importance dans la vie des gens, et on le voit avec la fréquentation de Colovray. À titre d'exemple, en 2000, 2001, je me souviens, entre midi et 2, on avait quelques personnes qui tournaient autour de la piste, on avait quelques personnes qui allaient faire du vélo, etc. Et maintenant, si vous regardez Colovray entre midi et 2, on a des skateboards, on a des gens qui courent autour de la piste, mais on a pratiquement 100 à 150 personnes qui utilisent nos vestiaires au quotidien. Donc le besoin, sans pouvoir le matérialiser en disant on a besoin de plus, je crois que c'est simplement les gens ont besoin de plus de sport. Et finalement, l'activité, au fil des années, elle se développe à travers des projets. Mais ça a un coût. Et voilà, je pense qu'il faut faire les choses petit à petit. Stéphanie Golen, pourquoi ne pas construire, vous, une salle de sport, un centre sportif, vous pourriez ? Alors, ça ne serait pas vraiment dans notre dicaster parce que, voilà, nous, on doit développer le football au niveau européen. On a développé des bâtiments, on a développé un campus au niveau de Nyon. Et donc,
Ça, je crois que c'est réservé encore à la commune. Mais par contre, d'accompagner, et comme on le fait à travers Colovray, ça, c'est un vrai projet pour nous, cet accompagnement à l'ensemble des collectivités nyonnaises, quand on le peut. Stéphanie Golen, directeur des services de l'UEFA, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Place à notre dernier invité, Benjamin Kratz. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. À présent, on reçoit un magicien qui a participé à La France, la célèbre émission Incroyable Talent. La France a un incroyable talent. Bonjour Benjamin, Bonjour. on est ravis Merci de vous m'accueillir. recevoir. Un enfant du district, comme on les appelle, fan de plateau télé. On va revenir un petit peu sur votre parcours, mais la magie et vous. Comment vous êtes tombé dans la potion? De la magie? Oui. Ok. Tardivement, c'est il y a peut-être 7 ans, j'ai découvert une émission de magie très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Penn and Teller Fool Us, qui était diffusée sur Netflix aussi. Et j'ai découvert cet univers à travers ces magiciens. Comme tout le monde avant, je savais bien ce que c'était la magie, mais là j'ai eu une sorte de révélation et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, comme je suis d'abord comédien, de découvrir la magie, ça m'a permis de me renouveler, de viser de nouveaux objectifs et puis d'apprendre de nouvelles choses. Je ne sais pas, vous à la maison, mais moi je me rappelle très bien ce moment où enfant, j'avais cette petite boîte de magie avec une boule, je ne sais plus, il y avait une blanche, une noire petite, des jeux de cartes. Mais pourquoi finalement, Benjamin, c'est en voyant des émissions télé, donc la magie à la télé, sur des plateaux télé, qui vous a permis finalement de vous révéler? Qu'est-ce que ça a révélé de vous? Je pense que quand on est jeune comédien ou jeune acteur, on a besoin des projets des autres pour exister. On ne peut pas être tout seul acteur, il faut bien un texte, un théâtre, une troupe, un metteur en scène, etc. Et puis, pour avoir fait ça pendant quelques décennies, à peu près 3, j'avais besoin, je crois, de changer mes paradigmes de vie, mes paradigmes artistiques surtout. Et du coup, en tant que magicien, on devient son auto-entrepreneur. On est seul. On peut travailler avec un assistant, avec 2 personnes, mais bon, d'abord, on est seul. Et ce qui fait qu'on est son propre créateur, on décide quel tour on va faire, quel type de scénario on va faire, quel type de personnage on va se mettre à incarner, puisqu'un magicien, c'est un personnage, c'est un peu comme un clown qui se déploie à travers les années. C'est ce qui vous a plu dans cet art, parce que finalement vous avez touché un peu à tout, vous l'avez dit, vous êtes comédien, actuellement vous épaulez aussi des troupes dans la région, on le sait, à Nyon, oui. Vous avez fait partie d'un célèbre groupe de musique, finalement le magicien touche un peu à tout? Oui, bien sûr, avec le magicien on touche à tout, on touche tout le monde, et puis aussi ce qu'il y a d'assez sympa, c'est que si vous êtes, je ne sais pas, dans une salle d'attente, et puis quelqu'un vous dit, commencez à discuter, ou dans un bar, ou quoi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comédien. Ah, ok, t'as joué dans quoi? Dans ci, dans ça, t'as vu? Non, j'ai pas vu, etc. Or, si je dis je suis chanteur, on va pas vous dire, ah, cool, chante-moi quelque chose. On est dans une salle d'attente quand même. Par contre, si vous dites je suis magicien, la personne vous dit, tu peux me faire un tour? Oui. Et là, vous pouvez tout de suite vous faire plaisir en faisant votre art et puis impacter quelqu'un. C'est très immédiat comme ça. J'entends les téléspectateurs me souffler, Benjamin. Faites-nous un tour. Mais avec grand plaisir. C'est parti. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors, j'ai amené un jeu de cartes, puisqu'un magicien sans un jeu de cartes, c'est comme une rose sans parfum, ou un repas sans fromage. Triste. Donc, l'idée, c'est de faire un tour de cartes, mais pour introduire une technique que les magiciens utilisent, qui s'appelle le langage non verbal. Parce que souvent, les spectateurs disent « Ah, comment t'as fait? C'est quoi le truc ?» Alors, bien sûr, je ne vais pas révéler de secret, mais par contre, je vais vous donner un exemple sur la manière dont le magicien peut utiliser le langage non verbal. Par exemple, avant de faire monter quelqu'un sur scène lors d'un spectacle, on ne fait pas monter n'importe qui dans le public. On choisit sa cible. On choisit sa cible, tout à fait. Là, je me suis imposée à vous, Benjamin. Non, mais c'est super, c'est parfait. Donc, vous m'avez testé avant, c'est ça? Je vous ai un peu mis sur quelque chose, et puis je me suis dit que vous étiez une spectatrice plutôt enthousiaste, mais analyste. Voilà. Dans ma tête, j'ai 5 catégories de spectateurs. Et bon, je ne vais pas trop déployer ça, parce que on va faire ce petit tour. Oui. C'est de la psychanalyse, c'est de l'analyse du langage non verbal. On est dans les domaines des neurosciences. Si je danse un peu, je vous trouble? Énormément, oui.
On me dit ça à chaque fois, ça fait plaisir. Ah ouais, non, mais c'est votre vie, hein, si vous voulez danser. Si on a de la musique en régie, pourquoi pas? Lancez-nous de la musique pendant le tour. Ça changera peut-être ça. C'est parti. Ok, Andrea. Alors, j'ai ici un jeu de cartes. Vous voyez, toutes les cartes sont bien différentes, d'accord? Je fais exprès de faire un peu sale, comme ça, pour pas montrer que j'ai une grande maîtrise des cartes. Je vais vous demander, Andrea, de les mélanger. Je suis très maladroite, Benjamin. C'est très bien. À tout moment, Pas de problème, je vous ai dit, c'est votre vie, vous faites comme vous voulez. Vous mélangez le jeu de cartes. On mélange. Et là, il est en train d'observer tous mes gestes, tous mes mouvements. Oh, voilà, j'ai perdu la carte, je le disais, je suis maladroite. Ok, donc on est d'accord, c'est vous qui avez mélangé. C'est moi qui ai mélangé. Ce qu'on va faire, Andrea, c'est que je vais essayer d'analyser votre langage non verbal. Je vous avertis déjà, je vais essayer de travailler sur les micro-expressions. Je vois tout qui bouge là, c'est terrible. Alors, je passe les cartes. Oui. Et puis, dès que vous voulez, vous me dites stop. Stop. Ça serait cette carte-là? C'est cette carte-là. On est bien, on est d'accord? Okay. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette carte, la mémoriser, vous pouvez la montrer aux caméras, et moi, je vais me retourner pour ne rien voir. C'est votre carte, je ne dois pas voir laquelle elle est, d'accord? D'accord. On y va. Ça marche. Alors, je vous montre la carte. C'est ici. Je me cache les yeux. On l'a tous vu, Benjamin, c'est bon. Ok, vous la remettez dans le paquet, où vous voulez, c'est-à-dire exactement où moi je veux. Non, je plaisante. Maintenant, votre carte, elle est à l'intérieur du paquet. J'ai l'impression, Benjamin, si j'oublie ma carte. C'est pour ça que vous avez quelqu'un en régie qui pourra vous dire non, 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 non. Ça, c'est un des problèmes qui peut arriver. Ouais. Le spectateur oublie sa carte. Dans le stress. Le tour, il est mort. Ouais. Vous l'avez en tête, votre carte? Je l'ai en tête. Okay. Jusqu'ici, tout va bien. Andrea, je vais vous demander de mettre votre main ici, comme ça. Ok. Et puis cette autre main, pour l'instant, elle est bien ici. Je vais vous regarder. Vous allez me regarder. On se regarde. Je vais vous poser des questions. Allez-y. Mais attention, il ne faut pas me répondre. D'accord. Je pose des questions, il ne faut pas me répondre. Je réponds pas. Attention, c'est parti. On y va? On y va. D'accord. Donc, la notion de ne pas répondre... Non, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est clair, on est d'accord. Je ne réponds plus, je serai muette jusqu'à présent. Non, mais j'aime bien taquiner comme ça. Ok, on y va. Votre carte, est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est rouge? Ouais, elle est rouge, hein. Ça s'est vu là et là. Je pars sur une carte rouge. Dans le rouge, on a du carreau et du cœur. Du carreau? Plutôt du carreau, hein? Ouais. Je pense que je vais partir sur une carte de carreau. Donc là, je suis passé de 52 possibilités à 26, puis à 13. Maintenant, j'ai 13 cartes en tête, puisque je pense qu'on est sur du carreau. Okay? Et vous me dites oui des yeux. Et vous me dites oui avec votre sourire. Okay? Maintenant, on va essayer de trouver cette carte. La carte, c'est soit un chiffre, soit une figure, soit une lettre. La lettre A, pour As. Mais là, il ne parle pas beaucoup, donc je ne pense pas que ce soit un as, on est d'accord, c'est bien. Est-ce que c'est une figure? Ouais, ça c'est un peu trop joué, vous n'allez pas m'avoir comme ça. Non, non, bon. à mon avis, non, mais je vois quand vous fakez ou pas. Donc je pense que sur la figure, on va oublier, c'est plutôt un chiffre. Hein. Il y a un petit stress là, ouais, d'accord. Et puis on ferme la bouche parce qu'on n'a pas envie de l'avouer. Mais moi je vois ça, donc on va partir sur les chiffres. Attention, j'y vais. 2, 3... J'ai senti ma pommette. Vous avez vu ça? C'est elle. On l'a en gros plan. Hein. À chaque fois. On me le dit à chaque fois. Hein, ma pommette. Si quelqu'un peut faire quelque chose pour cette pommette-là, mesdames et messieurs, c'est celle-là. Merci, Onera. Moi, je pars sur le 3 de carreau. C'est juste. C'était le 3 de carreau? Pommette. Qu'est-ce que je veux faire de cette pommette? Merci, Benjamin. Rasseyez-vous, je Avec vous en plaisir. prie. Un très joli moment en votre compagnie. On l'a dit, plusieurs plateaux télé et prochains challenge, en tout cas celui dont on va parler à présent, c'est la France a un incroyable talent. Comment ça s'est passé? Écoutez, le tournage s'est très bien passé. Il y a 100 candidats qui tournent en quelques jours, une petite semaine. Donc c'est assez intense. Mais la production est très rodée. Hein. C'est la 18e saison, je crois, de La France a un incroyable talent. Donc ils connaissent leur travail, on est très bien accueillis. Très bien encadré, et puis la production est là pour vous aider à faire votre performance, quelle qu'elle soit, du mieux possible. Alors vous-même, je sais qu'au travers de cette expérience, vous vous êtes amusé. Il y a des images où vous êtes dans la file, et là, vous vous prenez au jeu, en tout cas, vous faites prendre au jeu les participants. Est-ce que déjà là, les productions, vous regardent comment ça se passe un petit peu? Racontez-nous. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné sur le plateau de La France a un incroyable talent, et puis ensuite,
bon, comme vous avez vu, je suis masqué. D'accord ? Personne ne peut me reconnaître parce que je m'appelle Machine, mon nom n'apparaît pas, ni mon visage. Et puis, évidemment, en sortant, on voit tout ce public, à peu près 400 ou 500 personnes. Puis on se dit, mais j'aimerais bien avoir ce contact avec eux, puisque sur scène, on est très très loin du public. Donc du coup, effectivement, à la fin du tournage, j'ai pris un cadreur, un ami à moi, et puis on est allé faire des tours de magie aux gens qui attendaient en fait, d'entrer dans la salle. Et aussi, on a fait des tours à des personnes qui n'avaient pas pu entrer, leur billet n'était pas valable, ou ils n'avaient pas de billet, je ne sais pas. Donc c'était rigolo. Alors malheureusement, vous n'avez pas passé à l'étape suivante. Non. Mais Benjamin, qu'est-ce que ça vous rapporte de participer finalement à toutes ces émissions, outre l'expérience, le fait que vous partagez aussi votre passion, votre métier avec un public, avec un jury qui vous donne des retours. Mais on le voit chez nous concrètement aussi, médiatiquement. Les gens se mettent à vous appeler avant même que l'émission soit diffusée. Après, il y a toutes des contraintes aussi de confidentialité. Mais est-ce que réellement ça a un impact aussi sur votre carrière, sur votre métier ? Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Quand on fait de la magie, si on prend cette discipline-là des métiers artistiques, on a besoin d'un public. Et puis, on doit aller le conquérir, ce public. Et pour ça, il faut se faire connaître. Par exemple, si on est simplement comédien, on a intérêt à se faire connaître des metteurs en scène, des directeurs de casting, etc. Vous en faites votre métier, Benjamin, parce qu'aujourd'hui, vous donnez des formations aussi où vous dites comment participer à un plateau télé, quels sont les bons gestes à avoir. Tout à fait. C'est quoi ? Comment on fait justement pour pouvoir réussir à capter l'attention pour faire partie des plateaux télé, chose que vous réussissez très bien ? Alors en fait, ça dépend à quel endroit on se positionne dans le processus de participer à une émission. Moi, j'ai écrit une série d'articles dans un magazine canadien-américain qui s'appelle Vanish Magazine, dans lequel je donne des conseils aux magiciens sur comment réussir une émission télé. Et puis effectivement, je commence et je me base sur mes échecs et mes réussites. Donc c'est un point de vue assez large. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, quand on commence à travailler, qu'on a un tour qui est chouette et qu'on a envie de se faire connaître, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure, on a intérêt à ce qu'il soit vu par le public. Le magicien, il va être engagé par des gens du public, par des personnes qui dirigent une association, qui ont besoin d'événements pour une association, un anniversaire, un mariage, etc. Donc si je vous comprends, le fait de ne pas avoir passé à l'étape suivante avec la France a un incroyable talent, ce n'est pas forcément un échec, parce que finalement, ce qu'on veut, ce que vous voulez, c'est qu'on parle de vous. C'est qu'on parle de vous, voilà, exactement, que le nom circule, même si là, je suis sur une identité secrète, mais ça ne m'empêche pas d'être ici avec vous aujourd'hui. Et voilà. Opération séduction réussie, Benjamin Kratz. En tout cas, on a plaisir à vous voir sur scène. Est-ce qu'il y a peut-être des dates à nous communiquer aussi de où est-ce qu'on peut vous voir, chez nous ou ailleurs ? Eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont en route, qui ont été tournées, qui sont en place, mais je c'est les questions pièges. Pas encore en parler. Un site internet ? Alors, bien sûr, on me trouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Benjamin Kratz, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée à vous, à très bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme, à bientôt.